Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo où je vous présente le modèle de la courbe des possibilités de production. C'est le modèle officiel. Ceux qui ont visionné la vidéo précédente, j'illustrais la compréhension du modèle à l'aide d'un exemple simple, celle qui se rapporte à votre situation en tant qu'agent microéconomique. Aujourd'hui, le modèle qu'on vous présente, qui est le deuxième modèle du cours, est un modèle macroéconomique. Donc, je devrais le marquer le même. Donc, on se rappellera que la macroéconomie étudie les économies dans son ensemble et non pour un acteur ou un agent particulier. Donc, ça, c'est un modèle qui est macroéconomique. Pardonnez-moi pour mon écriture, c'est que ma tablette était inversée. Macroéconomique. Voilà. Donc, allons-y d'entrée de jeu. Qu'est-ce que la courbe des possibilités de production? Un petit rappel ici. Le modèle de la courbe des possibilités de production représente de façon théorique, ça c'est important de noter, et simplifié, ce qu'il est possible de produire dans une petite économie fermée. En fait, si jamais vous suivez un de mes cours, qui est le cours de relations économiques internationales, vous verrez que le modèle de la courbe des possibilités de production explique ou permet d'expliquer le commerce international. Donc, très intéressant comme implication. Donc, fermé selon différentes contraintes de temps, d'argent, etc. Il est entre autres utile pour représenter la notion du coût de renonciation. Généralement, on vous le présente dans le cours d'économie globale pour montrer comment calculer le coût de renonciation. Ça ici, c'est une partie que j'utilise de façon très honnête, je l'utilise moins parce que oui, ça vous montre comment calculer, mais moi, ce que je préfère, c'est plutôt cette deuxième partie qui est d'illustrer l'impact de différents facteurs sur la croissance et la décroissance d'une économie. Donc, c'est un modèle qui se veut assez simple, qui permet de faire des analyses économiques quand même pas avancées, mais qui sont très près de ce qu'est la réalité. Mais évidemment, pour la notion de coût de renonciation, on va en parler. Mais puis ceux qui sont intéressés à savoir un peu plus comment calculer le coût de renonciation, entre autres avec la courbe des possibilités de production, je vais avoir un petit vidéo complémentaire que vous pourrez consulter dans la section de ce cours. Donc, les hypothèses économiques, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, on va les rappeler ici, puisqu'il s'agit d'un modèle, et ça, c'est vraiment important de se rappeler qu'il s'agit d'un modèle. Ce dernier se base sur 4 hypothèses simplificatrices de notre réalité. Les hypothèses, elles vont différer de ce que vous avez dans votre manuel. Ça, je vous avertis d'emblée, dans le petit manuel jaune d'économie globale, je les ai reformulées et c'est ces dernières que vous devez retenir. Évidemment, elles ne sont pas complètement différentes de ce qui est dans le livre. C'est juste une façon différente, je vous dirais, de les présenter. Donc, la première, l'économie ne produit que 2 catégories de biens ou de services. Donc, on ne produit pas 2 ou 3 ou 4 biens, seulement 2. Est-ce que c'est réducteur? Est-ce que c'est peu réaliste? Bien évidemment, dans une économie, on va produire des milliards, des millions, voire des milliards de biens et de services. On pourrait avoir un modèle qui comporte autant de biens. Le problème, c'est qu'on ne serait pas capable de le représenter visuellement. Donc, c'est pour ça qu'on se restreint à 2 biens, parce qu'on a un graphique à 2 axes. Il serait possible, par exemple, d'avoir un graphique à 3 axes, que je m'aventure ici à vous montrer, où on aurait une espèce de triangle d'ensemble. Bref, peu importe, c'est pas ça qui est important. Les ressources avant de produire sont limitées, parce qu'on est en économie et la rareté existe et ne varie pas dans le temps. Les facteurs de production sont parfaitement mobiles, parce que là, il ne faut pas oublier qu'on est dans le point de vue macroéconomique, hein, ce qui signifie que nous allons avoir des travailleurs, donc ça, c'est notre facteur mobile, donc mobile ici. Quand on parle de facteur mobile, pensez aux travailleurs. Évidemment, des usines, ça ne se transporte pas, ou du moins travaille. Ou du moins, c'est plus dur. Donc, les travailleurs sont libres d'aller dans le secteur qu'ils désirent. La technologie est constante, ce qui signifie qu'au moment où je vous parle, ou le moment où on trace un graphique, la technologie ne bouge pas. Donc, c'est une photo instantanée. Les ressources sont totalement utilisées. Pourquoi cette hypothèse? Bien, c'est pour pouvoir représenter la limite. C'est ça, elle, son utilité. Parce que autrement, on ne pourrait pas tracer de droite. Mais évidemment, c'est pas nécessairement le cas que les ressources sont tout le temps utilisées. Représentation graphique du modèle, ici, c'est simplement un petit rappel de ce que nous avions. Donc, de droite, donc le modèle général, on avait le bien numéro 2, le bien numéro 1.
parce que YX, c'est juste par convention. Vous auriez pu les inverser sans absolument aucun problème. On n'oublie pas d'identifier son graphique. CPP pour, je vous le rappelle, courbe, possibilité, production. Et ce que je vous montrais dans la vidéo précédente, c'est une espèce de petite droite comme celle-ci. Une droite. Et je vous présentais différents points. Donc, c'est un rappel qu'on fait aujourd'hui. On avait le point X, on avait un point, je crois, qui était Y. On avait un qui était ici, je crois, le point Z. Et on se rappellera rapidement que lui, il n'est pas possible. Et donc, non optimal. Pourquoi il n'est pas optimal? C'est parce qu'il était au-delà de la courbe des possibles productions. Celui-ci, il est optimal. Je les ai inversés. C'est pas grave. Et réalisable. Donc, possible. Et ici, il est réalisable. Mais pas optimal. Ça veut dire pas optimal. Optimal pour la simple et bonne raison qu'il est sous la courbe des possibilités de production. Donc, c'est le modèle que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Donc, on vient d'en discuter, les productions réalisables ou possibles, c'est un choix de production parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une économie. Donc, la société a décidé de produire et du réalisable, c'est la société dispose des ressources nécessaires pour le produire. Les ressources, là, rappelez-vous, il y en a 4. Ressources techniques, donc on a les usines, les travailleurs, on a la technologie et le savoir-faire des humains. La production économique optimale, donc ça, c'est est-ce que c'est possible ou non? Est-ce que c'est optimal ou non? Le choix de production est efficace s'il se situe le long de la courbe des possibles productions. Pourquoi? Parce que tout est utilisé. Quand on parle de tout, ce sont les ressources. Quand je vous dis qu'on peut donner de l'interprétation économique à ce petit modèle simple, c'est que si je reviens ici, en termes économiques, ici, c'est-à-dire qu'on utilise pas toutes nos ressources dans une économie. Et je vous rappelle qu'une des ressources très importantes, c'est l'humain. Donc, ce qu'on appelle les travailleurs. Donc, si on n'utilise pas tous nos travailleurs, ben, vous comprendrez qu'il va en résulter du chômage, donc des gens qui ne travailleront pas. Donc, il y a en tant que société, le fait que notre population ne travaille pas a des conséquences importantes. Entre autres, qu'on n'utilise pas toutes nos ressources. Donc, il y a des biens qui auraient pu être produits qui ne sont pas produits. Il y a des besoins qui auraient pu être satisfaits qui ne le sont pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas réalisable. Excusez-moi, que ce n'est pas optimal, donc c'est pas la meilleure des solutions. L'efficacité économique, évidemment, ce sont tout ce qui se situe le long. Donc, je vais juste changer de crayon et de style. Je vais prendre un surligneur et je vais le mettre en vert. Donc, tout ce qui est optimal se situe sur la courbe parce que à ce point, et je vais le marquer ici en vert, bien entendu, comme ceci, à ce point, toutes les ressources sont utilisées. Voilà. Donc, que je vous dis qu'il y a d'interprétation économique à faire avec un si simple petit modèle, c'est ça. Donc, on en a discuté, l'efficacité économique. Ça m'amène à un autre point qui s'appelle, ça c'est important, là, mettez-vous une étoile, les types de rendement. Quand on parle de rendement en général en économie, là, c'est pour chaque unité de production, on parle ici de travailleurs d'usine, combien est-ce qu'ils vont produire de choses. Donc, on va dire, par exemple, qu'une personne, là, je vais me dessiner un petit bonhomme, est productif, je recommence, cas concret, on va dire d'un étudiant qu'il a des bons rendements ou qu'il est productif s'il réussit à produire, par exemple, 10 pages en 1 heure versus un autre étudiant qui, lui, va faire 5 pages en 1 heure. Donc, vous comprendrez que lui, sa production est beaucoup plus élevée, son rendement est plus important qu'un autre étudiant, ou que, par exemple, ce serait l'étudiant moyen, que l'étudiant moyen. On va voir 3 types de rendements. Des rendements qui sont décroissants, des rendements qui sont constants, et des rendements qui sont croissants, donc qui augmentent dans le temps. Laissez-moi vous expliquer ça avec ce petit exemple qui est celui de la tarte au bleuet. Donc ici, j'ai une usine qui embauche des travailleurs, que vous voyez ici, d'un jusqu'à 6, et une production totale de tartes. Là, j'ai oublié de le marquer. Graphiquement, là, je vais juste me déplacer le visage. Je crois que ça devrait faire. Pop, pop, pop. Ouais, donc, je vais le mettre non, je vais le mettre ici. Bon. Ce qu'on voit ici, c'est graphiquement 2 choses. D'abord, on va voir que
pour un travailleur, le travailleur, le seul qui est embauché, a produit 10 tartes. Ce qu'on voit ici. 2 travailleurs ont été embauchés, ils ont produit ensemble 18. 3, vous comprenez, 24, etc., etc. Jusqu'à un moment ici, là, méfiez-vous, là, ça ne diminue pas, c'est juste une illusion d'optique, là, où ici, entre 5 et 6 travailleurs, ça n'augmente pas du tout la production. Donc, quand on parle de rendement, on va parler entre autres de la contribution marginale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour chaque travailleur supplémentaire, dans le fond, pour plus un travailleur, ben, combien, c'est B pour combien de tartes de plus on a fait. Donc, concrètement, on a passé de 0 à 1 ici, ben, vous comprendrez que l'apport d'un travailleur de plus, ici, passe de 1, ben, ça fait plus 10 tartes. C'est ce qu'on voit ici. Donc, de plus 1, ça fait ici plus 10. Maintenant, on embauche un travailleur de plus, ben, on passe de 10, on augmente à 15, donc ici. Donc, on dit que sa contribution marginale, excusez, de 15, je voulais pas dire 15, mais plutôt 18. Donc, l'augmentation est de 8, donc le travailleur supplémentaire, donc à 2, celui qui est de plus, a augmenté, c'est la production totale de 8. On en emploie un autre, qu'est-ce qui arrive? Cette fois-ci, on passe de 18, on peut le marquer ici, 18 à 24, donc plus 6. Ici, évidemment, c'est marqué là. On fait de plus 4. Et évidemment, ici, ça va être de plus 2. Et ici, de plus 0. Donc, c'est ce qu'on appelle des rendements. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des rendements? C'est ce que j'ai remis ici. On va voir, en fait, que... Excusez-moi, c'est parce que je regarde le temps en même temps. On va voir que le rendement tend à diminuer au fur et à mesure qu'on emploie de plus en plus de travailleurs. Et ce phénomène est vrai, comment je pourrais vous donner l'exemple le plus concret qui va vous parler, c'est celui de vos travaux d'équipe. Si vous êtes seul à faire le travail, vous allez avoir une certaine production qui va être très élevée. Vous allez vous associer avec une autre personne qui, elle, va probablement vous permettre de diviser le travail à 2, puis vous allez augmenter votre production. Mais rendu à une équipe de 6, là, pensez-vous sincèrement que la 6e personne va réellement contribuer à changer votre qualité de travail? Je vais pas mettre du monde dans l'eau chaude, là, mais c'est ça que ça veut dire. Bon. Donc, ici, vous voyez là, les rendements, qu'est-ce qu'ils font? Ils diminuent au fur et à mesure. Dans l'exemple ici qu'on a de ma tarte, ça serait de dire, par exemple, que j'embauche un travailleur, 2, 3, même année dans la cuisine, là, il n'y a plus d'espace. Ça fait quand même bien que j'embaucherais une, elle peut même plus rentrer dans la salle. Fait que c'est pour ça qu'on va voir que les rendements, c'est ce qu'on appelle ici des rendements qui sont décroissants. Voilà. Jeu de mots avec la tarte, non, c'est pas vrai. Donc, des rendements qui sont décroissants parce que les rendements, donc la contribution marginale de chaque travailleur, diminue d'une fois à l'autre jusqu'à même à la limite, on va être à 0, puis ça sera pas rare que des fois, à force de se piler dessus, on va se nuire. Donc, ça, c'était ma petite excursion dans le monde des rendements décroissants. Je vais juste me remettre à l'endroit qu'il faut. Donnez-moi un instant. On va s'en mettre ici. Voilà. 3 types de rendements. Ça, si vous voyez comme ceci, ça, c'est mes graphiques qui sont la production. Ici, vous avez le nombre de travailleurs. Ici, je vais mettre contribution marginale, donc pour chaque travailleur supplémentaire, donc pour plus un travailleur. Donc ici, vous voyez que ça va faire ce type, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, ça va faire une espèce de graphique comme celui-ci. Donc la contribution diminue, c'est pour ça qu'on dit que c'est un rendement qui est décroissant. Rendement constant, c'est une droite qui va être très droite. Là, je réécris pas les axes, là, mais vous voyez. Donc, à rendement constant, ça veut dire que si chaque travailleur m'apporte plus 10 tartes, ben, chaque travailleur supplémentaire va m'en rapporter 10 de plus. Voilà. Et on a ici l'inverse, qui est les rendements qui sont croissants. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment l'inverse, où vous allez voir que la contribution marginale de chaque travailleur, plus 10, plus 11, plus 12, est de plus en plus importante. Donc, poursuivons.
Donc, c'est ce qu'il y en est pour les rendements décroissants, les rendements constants et les rendements croissants. Donc, la loi, et pourquoi je vous disais ça, en fait, c'est que ça va nous mener à une loi qui est très importante. Une loi est quelque chose qu'on observe dans la nature plusieurs fois qui a été testé. Donc, ça, c'est une loi qui est en économique, mais pas juste en économique, ça va s'appliquer dans plusieurs contextes de votre vie. La loi, entre autres, a été énoncée par David Ricardo au début du 19e siècle par, c'est ce que je disais, l'économiste Ricardo, qui, je vous rappelle, est un économiste classique, à peu près aux mêmes années que Adam Smith, économiste britannique, dans ce cas-ci, contrairement à Smith, qui lui était écossais, qui lui observait en fait, ce qu'il va dire, c'est que la loi est applicable à toute opération de production qui combine des facteurs, donc plus de un facteur, donc on partir de 2 et plus, de production. Puis qu'est-ce qu'elle dit, enfin, cette loi-là, c'est qu'elle dit que, je vais juste changer ici pour avoir un surligneur, elle dit que si on augmente la quantité d'un des facteurs de production, ici, c'est le travail, et que l'autre reste fixe, dans ce cas-ci le capital, la production supplémentaire diminue progressivement. Donc, ce que ça veut dire, ça, en résumé, on va changer de crayon, évidemment, pas comme celui-ci, mais plutôt en stylet. Si on augmente la quantité de facteurs de production, ici c'est le travail, et que l'autre reste fixe, le capital, donc les usines, la production supplémentaire, donc la contribution marginale, ce que nous avons vu dans le dernier vidéo, ce que nous venons juste de voir, dû à l'accroissement du facteur travail, diminue progressivement. Donc, tout ce qui est dit ici, c'est ceci. On va utiliser ici, c'est si j'augmente la quantité de travailleurs, à chaque fois, vous remarquerez que la contribution marginale, donc supplémentaire de ce travailleur-là, tend à diminuer. Comme ceci. Pourquoi? Eh bien, pensez à une usine dans laquelle, par exemple, je ne sais pas moi, une salle qui fait 10 mètres par 10 mètres, bien, le premier travailleur qui est seul, lui, a accès à la machinerie, accès à toutes les ressources, puis est productif. Rajoutons-lui un deuxième, évidemment, la quantité totale de produite va augmenter, mais moins que le premier. Peut-être au départ qu'il va augmenter plus vite, mais il va finir par diminuer. Puis imaginez maintenant, on vient 33, 4, 5, puis on a agrandi. Donc, le facteur travail augmente. Donc, on augmente la quantité de travailleurs dans mon usine, mais le facteur fixe, quand on parle de facteur, c'est la ressource, là. Le facteur fixe, lui, demeure inchangé. Ce qui veut dire qu'on n'augmente pas l'usine, on n'augmente pas le nombre de machines, etc. Donc, vous comprendrez évidemment que la production finit par plafonner. Donc, c'est juste ça qu'elle veut dire, la loi des rendements décroissants. Ça, c'est une loi que vous devriez savoir par cœur, très pratique pour l'examen, et je vous conseille de trouver un exemple qui s'applique à vous. Donc, elle va avoir deux implications importantes. La première, au niveau visuel de la limite des possibilités de production, on va faire deux graphiques ici, c'est que jusqu'à présent, je vous l'ai montré sous forme de droite, comme celle-ci, ce qu'on appelle la droite des possibilités de production. Et évidemment, le fait que les rendements soient décroissants, ça a manqué un peu de, voilà, comme ceci, va causer, en fait, elle va faire en sorte qu'elle devient une courbe. Courbe de possibilités. Donc, on va le faire courber. Donc, si je vous pose comme question dans un mini-test, qu'est-ce qui fait que la droite est courbée? Eh bien, la réponse courbée, la réponse, c'est à cause, plutôt en raison, des rendements décroissants. Vous irez lire dans votre manuel l'explication qu'il y a derrière, mais ça, c'est l'une des premières implications. L'implication numéro 2, à mesure qu'on augmente la production d'une seule unité, son coût de renonciation tend à augmenter de plus en plus. Ce que ça veut dire, ça, en d'autres termes, c'est que pour chaque bien qu'on produit de plus, son coût augmente. Donc, le corollaire, donc
l'implication directe des rendements décroissants, c'est ce qu'on appelle la loi des coûts croissants. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, la manière la plus simple de vous le montrer, de vous le démontrer, sans avoir à utiliser de tableau, c'est d'utiliser notre fameux petit graphique. Dans le fond, c'est le même que j'ai utilisé ici. C'est le même que vous avez ici, mais que j'ai réappliqué, copié, puis que l'image a été compressée. Bon, voilà. Donc, vous vous rappelez que chaque travailleur, donc ici c'était plus 8, de mémoire ici c'était plus 6, plus 4, donc de 25, de 18 à... Je veux juste être certain que j'ai les bonnes informations, là. Plus 10, plus 8, plus 6, plus 4. Donc, on va revenir ici. Plus 8, plus... Lui, c'est plus 10. Plus 10, plus 8, plus 6, plus 4. Ça, c'est plus 2. Puis quand je fais ça, là, c'est juste pour dire, gars, on est ici, on est rendu ici. Donc, on passe de... on va prendre lui de 10 à 18. Donc, je fais 18 ici. Donc, c'est pour ça que je vais indiquer plus 8. Pour, évidemment, plus 1 travailleur. Donc, vous voyez ici que le rendement diminue. Toujours, toujours, toujours. Donc, l'idée, c'est de voir le graphique, je vais changer de crayon de couleur, c'est de voir le graphique à l'inverse. Et c'est de se dire, pour plus une tarte, de combien de travailleurs j'ai besoin. C'est le même, il faut voir la chose. Donc ici, là, dans cette section-là, là, on va dire par exemple que votre travailleur coûte 15 $ par heure, hypothèse. Ici, là, vous avez embauché plus un travailleur, vous êtes passé de 5 à 6, donc plus 15 $ de l'heure, donc un travailleur de plus, pour plus 0 tarte. Ce qui est assez peu productif, là, on va se le dire. Vous avez acheté une personne qui ne fout absolument rien. Ici, regardez la chose. Vous avez embauché plus un travailleur. Pour combien? Pour plus de tartes. Voyons ça à l'inverse. Pour chaque tarte supplémentaire, vous avez besoin de 0,5, dans ce cas-ci, travailleur. Donc, le coût supplémentaire, travailleur, donc ici. Et si on regarde plutôt ici, donc, pour plus un travailleur, je ne sais pas si vous commencez à comprendre la logique, vous avez plus 10 tartes, là, c'est beaucoup, là. Ça veut dire, vos 10 tartes par travailleur vous implique que vous avez besoin de 0,1 travailleur. Oups. Donc, vous voyez, là, ce que je veux dire, dans le fond, pour, quand on part, mettons, plus, je vais marquer ici, là, plus 10. Après ça, on fait quelques sauts, on arrive à plus 2, plus 1. Donc, pour plus, ça, c'est les tartes. Ben, dans le fond, votre travailleur vous en génère 10, votre travailleur en génère 2, et ici, finalement, votre travailleur, excusez, c'est pas 1, c'est 0. Donc, vous allez avoir toujours besoin d'embaucher de plus en plus de travailleurs pour une seule unité, ce qui fait qu'au final, le coût se met à exploser de façon importante, voire à la limite que vous, comme ici, là, vous allez finir par payer des gens à ne rien faire. Donc, au final, si on résume la représentation graphique, vous avez bien 1, bien, excusez-moi, bien 1, ça c'est le bien, oui, bien 2, la courbe, le titre, votre courbe, qui est ici, qu'on lui a donné un nom, c'est PP1. On se rappellera ici que vous avez cette zone-là. Oh, je pense que je viens de perdre mon crayon. Oui. Donc, toute cette zone-là, ce sont, on va se l'indiquer ici, ils sont non réalisables. On va reprendre le crayon ici en vert. Oups, excusez-moi. En vert un peu plus pâle. Ici, toute cette zone-là, ce sont des choix possibles ou ce que je disais réalisables. Réalisables.
évidemment, là, je vais le souligner comme vous voyez ici. Je vais souligner en bleu. Ce qu'on a ici, donc sur la courbe, que je vais souligner ici, je vais le mettre ici, ce sont ce qu'on appelle des choix économiques qui sont optimales et donc réalisables. Puis aussi, il ne faut pas oublier que vous consulterez votre manuel pour la démonstration plus complète que la loi des rendements décroissants fait en sorte que maintenant notre droite est courbée. L'interprétation économique que je vous marque juste ici, c'est qu'à mesure qu'on augmente la production d'un bien, on doit, c'est là l'important, renoncer, mettons d'un bien X, donc on va nommer ici bien X, bien 2 ou Y, on doit renoncer à plus de biens Y. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'ici, par exemple, le fait de se déplacer de fond, une petite augmentation, une bonne augmentation. Ah, regardez, on va le voir graphiquement. Une bonne augmentation qu'on voit ici du bien X, on va dire par exemple de 0, on donne les chiffres au hasard, de 0 à 10, donc vous comprendrez ici que c'est 20. Et par tout hasard, ici, on va tomber dans quelque chose comme à 30. Donc, pour plus 10 biens, on renonce ici, dans le fond, parce que là, on est sur la courbe des possibilités de production. On va peut-être renoncer à, je sais pas moi, on va mettre ça de même, on va dire, même principe un peu, le volet, donc on va être ici, mettons, à notre maximum à 40, donc 30 ici, on se perdra pas dans les détails, comme on dit. Donc, vous allez peut-être devoir renoncer, je sais pas moi, à moins 2 unités. Donc, vous perdez 2 unités, puis vous en gagnez 10. Donc, le fait de passer d'ici, donc de choisir de passer du point A au point B, vous renoncez à 2 unités du bien Y pour plus 10. Ce qui est quand même bien. Mais faisons l'exercice suivant. On démarre de ce point et on veut se rendre à 20. Donc 20, c'est ici. Donc on veut encore une fois augmenter de plus 10. Mais regardez ce qui se produit. Pour pouvoir se déplacer de 10, il faut maintenant baisser non plus de 2, mais peut-être de 5. Donc, renoncer de 5 biens Y pour toujours plus 10X. Et vous comprendrez à la suite que si je veux augmenter, dans ce cas-ci, regardez le coût majeur. Je veux passer encore augmenter 10, donc 100% de la production va être ici. Donc, A, B, C, ça c'est mon point C, ça c'est mon point D, mais regardez ce qui se produit. Je dois renoncer à tout ça pour plus 10. X, ben là, on va perdre, dans ce cas-ci, je disais moins 2, moins 5, donc probablement comme aux alentours de, je ne sais pas, on est probablement ici à 30, 37. Là, c'est des chiffres fictifs, donc on va probablement renoncer à 37 unités. Et pourquoi il en est ainsi? Eh bien, c'est en raison de la fameuse loi, l'implication numéro 2. L'implication numéro 2, parce qu'il ne faut pas oublier ici que le coût de devoir augmenter, donc concentrer dans un seul des secteurs toute la production d'une économie, c'est qu'on va finir au départ, oui, on gagne beaucoup avec un peu de sacrifice parce qu'on prend tous nos travailleurs qui étaient dans un seul secteur, le secteur Y, on l'envoie dans les usines, quelques-uns dans les usines de l'autre, ils se mettent à produire beaucoup. Puis au fur et à mesure qu'on va transférer tous les travailleurs dans l'usine, on va finir par créer de la congestion, créer de la perte d'efficacité, et au final, on va faire en sorte qu'on va devoir sacrifier plus, exactement comme dans l'exemple où je vous parlais en fait ici, là, où c'était dans la production de mes tartes, on finit par se piler ses pieds. Donc, voilà, c'est ce qui conclut la partie sur la représentation et l'interprétation du modèle de la courbe des possibilités de production. Le prochain vidéo, ça va être sur les facteurs de la croissance économique. Donc, vous allez voir qu'on peut déplacer cette droite, comme par exemple en augmentant notre budget, donc on va relâcher des contraintes ou on va la diminuer. Mais vous voyez qu'avec un petit modèle, on peut facilement interpréter beaucoup de choses.